Alors, on va démarrer. Ben voilà, ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour discuter ensemble de la corruption. On a intitulé cette soirée « L'argent n'a pas d'odeur », car l'affaire des financements libyens et dans une autre mesure celle des assistants parlementaires du RN le démontre. L'argent n'a pas l'odeur du sang. L'argent n'a pas l'odeur du soufre. En revanche, l'argent a peut-être l'odeur du manque d'exemplarité en politique, de la faiblesse de la lutte anticorruption en France, du manque de volonté pour en faire un combat essentiel pour une démocratie en bonne santé. Après les 2 procès de ces derniers jours majeurs pour notre démocratie, on vous propose donc de réfléchir et discuter à ce qu'est et à ce que n'est pas la lutte contre la corruption en France. Ce sera l'objet de la 2e partie de la soirée avec Marine Turki, journaliste à Mediapart, l'ancien commandant de police de la brigade anticorruption Jean-Paul Philippe, la magistrate Magali Lafourcade et la déléguée générale d'Anticor Inès Bernard. Et en première partie, je vous propose qu'on revienne donc sur le procès Sarkozy-Kadhafi, un procès que sur Mediapart on qualifie d'historique et pour l'histoire. Voilà, pour en discuter, j'ai avec moi les meilleurs spécialistes du sujet, sauf un, Nicolas Sarkozy n'étant pas disponible. On va donc se contenter de ceux qui ont enquêté pendant 14 ans et ont écrit à eux deux quelques 160 articles. Karl Lasque et Fabrice Arfi, salut à tous les deux. C'est vrai que... Alors merci pour eux. Alors, dernière chronique judiciaire publiée ce matin, ça fait tout drôle, j'imagine. Un peu. Oui, c'est la fin de la colo. Voilà, enfin de la première instance. Daniel Klein, bonsoir. Vous animez l'Association française des victimes du terrorisme, et vous avez perdu votre frère dans l'explosion de l'avion DC-10 du TA, un attentat orchestré par l'un des bras droits de Mouammar Kadhafi, Abdallah Senussi. Vous étiez partie civile au procès. Enfin, Vincent Bringard, bonsoir. Vous êtes avocat et avocat de Sherpa, ONG de lutte contre la corruption, également partie civile au procès. Je propose qu'on les applaudisse également. Voilà. Parce que ce procès a été un long parcours. Je voulais vous demander d'abord une question à chacun et chacune. Quel a été pour vous le moment marquant de ce procès, selon vous? Enfin, pour vous, quoi. Vas-y, Fabrice, commence. Je commence. C'est dur à dire, tant un procès qui dure... Bonjour à toutes et tous, merci les petites préséances de venir, comme l'a dit Valentine, aussi nombreuses et nombreux, avec un si beau jour, du soleil, des terrasses qui vous appellent, qui vous tend les bras, et paraît-il, on m'a dit un match du PSG important ce soir. Donc voilà, moi je ne suis pas très au courant de tout ça, mais... alors pour répondre à la question de Valentine, c'est très difficile dans un moment qui est un moment qui a duré longtemps. C'est un procès qui a duré 3 mois et demi, qui a été d'une magnitude, je parle sous le contrôle des différents acteurs qui sont ici, qui a été quand même exceptionnel. Moi je dirais qu'il y a 2 moments que je raconterai de manière très courte, qui m'ont saisi pendant ce procès. Le premier, ça concerne les parties civiles représentées par les familles des victimes de l'attentat contre l'avion de ligne DC-10 du TA. Donc, c'est un attentat qui a eu lieu le 19 septembre 1989. Les services de renseignement libyens, dirigés par Abdallah Senussi, ont fait exploser un avion de ligne entre Brazzaville et Paris. Il a explosé au-dessus du désert du Ténéré, tuant 170 personnes ce jour-là. Pourquoi on vous parle d'un attentat de 1989 dans cette affaire? Parce que cette affaire est inédite à 1000 égards. C'est la première fois dans l'histoire politique et pénale qu'on juge un ancien président, des anciens ministres et des complices présumés dans une affaire d'un pacte de corruption présumé avec une dictature effroyable. Et au cœur de cette affaire de corruption, il y a une affaire de terrorisme. C'est la première fois que dans une affaire de corruption, dans un procès de corruption, il y a une affaire de terrorisme, puisque l'un des corrupteurs présumés de l'équipe Sarkozy, d'après l'accusation, c'est justement le fameux Abdallah Senussi,
qui avait été condamné définitivement par la France à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été le commanditaire de l'attentat. Quelques années plus tard, il sera celui qui est suspecté d'avoir envoyé des fonds occultes dans la perspective de l'élection présidentielle. Et vous savez, la corruption, c'est un pacte, c'est la rencontre d'intérêts convergents. Et donc, on parle souvent de contrepartie à l'acte corruptif. L'une des contreparties qui est visée par l'accusation dans cette affaire, c'est que l'équipe Sarkozy a fait un certain nombre de diligences entre 2005 et au moins le 16 mai 2009, c'est le dernier document qui permet de documenter une chronologie, de tenter de faire sauter le mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi. Raison pour laquelle les familles de victimes, quand elles ont découvert l'affaire, ont décidé de se constituer partie civile. Daniel racontera ça beaucoup mieux que moi, mais pourquoi je dis ça? Parce que ça a été un moment inouï, bouleversant, quand les familles de victimes sont venues témoigner à la barre du tribunal. C'était 11 représentantes et représentants des familles de victimes. Il faut imaginer la scène. C'est Daniel qui a parlé en premier. Elles se succèdent à la barre du tribunal. Elles sont à 70 cm des prévenus. Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, qui a rencontré secrètement à Tripoli Abdallah Senoussi dans le dos de l'ambassade, sans garde du corps, sans traducteur, mais avec l'agent de corruption Ziad Takieddine, Claude Guéant, qui avait rencontré 3 mois plus tôt le même Senoussi, exactement dans les mêmes circonstances. Pourquoi ça a été un moment bouleversant? Parce que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les familles de victimes, avec leurs fantômes sur leurs épaules, avec leur cortège de morts qui les précèdent, sont venus à mettre de la vie, paradoxalement, dans ce procès, pour raconter ce que c'est de se retrouver au cœur d'une histoire comme celle-là, face à des prévenus qui sont et qui ne sont que éléments de langage, stratégie de défense, pouvoir, abus de pouvoir. Et d'ailleurs, il y a eu des moments, vous vous en souvenez évidemment, d'un Nicolas Sarkozy qui comprend ce qui se passe quand Daniel a fini de témoigner. Il comprend, c'est un animal politique extraordinaire. Il veut prendre tout de suite la parole. Il veut interrompre le flot des témoignages. Et la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, lui dit non, là, monsieur Sarkozy, c'est le moment des familles de victimes, il faut un peu vous contenir. Et le deuxième souvenir très rapide, c'est le témoignage du commandant Vidal, le commandant Frédéric Vidal, qui est l'officier de police judiciaire, qui appartient à l'office anticorruption de la police judiciaire française, qui est l'homme qui a porté quasiment seul, à bout de bras, pendant 10 ans, cette enquête. Et là, c'est un peu pareil. Il est arrivé avec son jean, ses baskets, sa veste, j'ai envie de dire un policier de terrain. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, face à des cabinets d'avocats gigantesques, des cabinets d'affaires, des hommes qui ont été au sommet de l'État. Et cet homme a raconté méthodiquement, patiemment, avec une économie de mots, mais une efficacité absolument redoutable, ce qu'a été une enquête. Et juste pour que vous vous figuriez, il n'y a pas eu un policier détaché à temps plein sur cette affaire pendant 10 ans. Voilà. Nicolas Sarkozy dit, vous vous rendez compte, il y a eu une débauche de moyens pour me faire tomber dans cette affaire. Bah, lui, il était l'incarnation du contraire. Et quand on a raconté son témoignage, je termine là-dessus, il y a eu un très joli message sur Blue Sky qui a dit « Tous les héros ne portent pas de cap ». Allez-y, Daniel, peut-être pour nous dire, vous, Daniel Klein, le moment où vous avez assisté aux audiences, le moment qui vous a marqué en tant que partie civile. Alors, il y en a plein. C'est difficile parce que effectivement, j'y ai été beaucoup, pendant 3 mois et demi. Je vais plutôt vous donner 2-3 petites choses, en fait. Évidemment, le premier jour, avant de rentrer dans la salle, parce qu'en fait, on était une bande de filles. Voilà, on s'est très vite appelé les filles du DC10. Et on s'est retrouvés, pour certaines, on ne se connaissait même pas, en fait. Mais on avait eu une petite action pour essayer on était 2 au départ, de retrouver, en fait, des gens de ces familles. Donc ça avait marché.
Et c'était déjà en soi très émouvant. Évidemment, comme tu l'as dit Fabrice, le jour où on a témoigné, on était au même endroit, en bas, avant de rentrer dans la salle. Et c'était à la fois drôle et incroyable, extrêmement émouvant, parce que dans notre groupe du DC10, là, des filles du DC10, il y en avait qui étaient complètement surexcitées. Il y en avait moi, entre autres. J'avais une envie d'y aller, mais vraiment, on va les défoncer. J'avais ça dans la tête. J'avais préparé mon texte. Il y en a d'autres qui pleuraient. Ma sœur, je vois sa feuille, elle tremblotait dans sa main et on est monté, voilà, dans cette salle et puis on y a été en fait. Donc évidemment ça marque, d'autant plus que pour le DC10, l'attentat, il y a eu un procès en 99 à Paris. C'est le juge Bruguière qui avait mené l'enquête. C'était un procès mené par le PNAT, le Parquet national antiterroriste. Moi, je connais bien le PNAT parce que du fait de mes implications, de mon engagement à la FVT, l'Association française des victimes de terrorisme, on se porte très souvent partie civile au PNAT. Et moi, je suis passée là, du PNAT au PNF. Donc ça, le Parquet national financier, jamais dans ma vie, je penserais que j'aurais affaire avec cette cour, et pourtant si, donc j'ai fait le lien entre les deux. Bref, ce que je voulais dire, c'est que il y avait des moments aussi de total... on était abasourdis par ce qu'on entendait, et puis dans les audiences, parce qu'il y avait des prises de parole dingues, on en ressortait... on entendait beaucoup de mensonges, en fait. C'est surtout ça, c'est le poids du mensonge. Vraiment, hein, on se l'est dit beaucoup. Et puis, il y avait des moments où on avait l'impression que ça y est, les choses avaient bougé parce que des avocats des parties civiles intervenaient avec beaucoup de pertinence, de radicalité aussi. Il n'y avait pas de peur du côté des avocats des parties civiles. Mais on sentait vraiment qu'il y avait... moi je l'ai senti comme ça, un jeu de ping-pong très tendu entre les deux parties, d'un côté les avocats et les parties civiles et de l'autre côté la défense. Et parfois il n'y avait tellement pas de place qu'il y avait même des avocats de la défense qui venaient se coincer, s'asseoir avec vous. Enfin, c'était, et puis ça devient une espèce de petit microcosme. On se retrouve tous les matins, on boit le café, on se retrouve en bas à la cafette et on est devant des prévenus. On est à un moment... il y avait Alexandre Djouri, je ne sais pas si vous voyez un peu qui est le personnage, hein, c'est un des intermédiaires. Un des intermédiaires, vraiment pour le coup, je ne sais pas comment dire, quel adjectif on peut dire, bon bref. Sulfureux. Sulfureux, allez, on va dire. Et ce type-là, et qui en même temps fait le show, hein, il vient quand même, on n'est pas mécontent qu'il vienne de temps en temps à la barre dire des trucs. Et, vraiment, il est à l'image vraiment de sa réputation, il me voit. Il m'avait pris vraiment, je voulais raconter ça, mais pour une journaliste, parce que je prends des notes, moi voilà. Il vient vers moi, c'est une journaliste, donc je lui parle. Et je lui dis, attendez, monsieur Djouri, je suis des familles du DC10. Et là, je vois dans ses yeux un truc qui change, mais en 30 secondes. Et il me dit, les familles du DC10, mon Dieu, mais je connaissais quelqu'un dans l'avion, j'ai failli le prendre aussi, d'ailleurs moi-même cet avion. J'ai failli le prendre cet avion. Bon, ce qui est... Et pourquoi faire ? Et il me dit surtout, mais alors l'indemnisation, là, qu'on a obtenue, mais en le tordant, c'est une autre histoire, mais le bras des Libyens, on a obtenu, c'est la seule chose qu'on ait obtenue d'eux, c'est une indemnisation correcte. Et il m'a dit, mais l'indemnisation avec les Libyens, on m'a empêché d'être dedans, je vous jure, j'aurais été dans cette histoire, vous auriez eu beaucoup plus d'argent, beaucoup plus. Et voilà, et on ressort de la cafette, on se réassoit, on dit mais qu'est-ce qui vient de m'arriver là, mais qu'est-ce qu'il m'a dit ? Enfin, et ce procès, c'est en permanence en fait ce genre d'anecdotes, d'histoires qui nous marquent. Bon, nous on est particulièrement sensibles évidemment vu d'où on vient, et puis on a besoin de comprendre, de décrypter, donc on discute beaucoup et c'est pour ça que j'arrive pas à savoir exactement quel est le moment qui m'a le plus marqué. C'est tout le procès qui m'a marqué, je pense. J'imagine. Karl, toi qui as suivi aussi moi toutes aussi, les audiences. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous écriviez alternativement Fabrice et Karl, mais vous avez tous les deux suivi toutes les audiences.
voilà, on a suivi toutes les audiences pour pouvoir, pour rien manquer le lendemain ou le surlendemain, etc. C'est vrai que j'ai envie de rebondir aussi sur les questions de cette cohabitation un peu surprenante qu'on a vécue avec ces personnages, parce qu'en fait, effectivement, quand on arrive à ce procès, même si on n'est pas surpris de voir Sarkozy, Woerth, Hortefeux, etc. Mais enfin, ils sont Guéant, ils sont alignés sur une chaise. Enfin, ceux qui ont été, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui avaient assisté au procès, donc ils ont ça en mémoire. C'est quand même une galerie de personnages qui en imposent, qui viennent qui nous, pendant l'enquête, n'ont jamais voulu nous répondre, quasiment à une ou deux exceptions près. Donc on n'a pas eu, nous, cette confrontation avec eux. Et donc le procès, pour nous, c'est un moment de vérité qu'on attend, parce qu'effectivement, là, ils sont dans une sorte d'arène, un peu comme ici, où ils vont devoir répondre, pas comme avant, c'est-à-dire pas en raccrochant leur téléphone ou en répondant pas au fax, ou plutôt... le fax, c'était avant, mais au mail. Le début de l'enquête a commencé avec les fax. Mais... Donc il y a cette communauté de prévenus, et qu'on va voir évoluer. Alors ça, c'était la première idée que j'avais initialement par rapport à ta question, c'est-à-dire le moment fort. C'est vrai que au début, deux moments forts. Du coup, au début, un Sarkozy complètement déchaîné qui vient devant le tribunal et puis qui dénonce un complot. Enfin, comme d'habitude, comme sur la plupart des médias, qui dénonce un complot, qui dénonce des voyous, l'alliance des voyous de Mediapart avec les criminels libyens, c'était ça en gros. Enfin, on a été accusés vraiment des pires turpitudes et des pires alliances, d'avoir produit des faux, enfin bon, toutes choses qui par ailleurs ont été balayées dans les polémiques, parce que c'est une polémique qui veut entretenir avec nous depuis l'origine, depuis les premiers articles. Et donc il y a cette virulence, cette volonté que d'ailleurs d'autres personnes ont de porter le sujet sur un terrain strictement politique, sur un terrain strictement de règlement de compte. Alors règlement de compte avec des Libyens vis-à-vis de lui, de Mediapart aussi contre lui pour des raisons politiques. Enfin bon. Et donc il place le débat sur un autre champ. Puis après, il est obligé d'évoluer parce qu'effectivement, il y a un tribunal qui pose des questions précises, qui le confronte à des rencontres de son directeur de cabinet, de son meilleur ami Brice Hortefeux avec le fameux Abdallah Senoussi, qui pose des questions sur ce pacte de corruption qui transparaît et qui, à toutes les pages des notes d'Akedine, donc il est... Et petit à petit, et ça c'est l'autre moment fort, alors c'est pas exactement le même jour, mais il est quand même habile dans son expression par rapport à un tribunal, c'est qu'il s'adapte effectivement au bout d'un moment. Et il a eu cette phrase devant le tribunal à un moment donné, écoutez, il y a des indices graves, madame, mais ils ne sont pas concordants. Donc c'est une forme d'aveu absolument sublime, quoi, parce que quand même il y a des indices graves, il n'est pas là pour rien, quoi, quand même. Donc voilà, ça c'est le moment, je dirais, intéressant par rapport à lui. Vincent Bragart, pour vous. Pour moi, alors, enfin, déjà de manière générale, moi j'ai vraiment le sentiment d'avoir participé à un procès historique. C'est-à-dire qu'on avait déjà le début, avant même les débats, de savoir qu'on allait pouvoir peut-être assister à un procès historique, mais j'en ai eu la confirmation à travers ces semaines d'audience. Et d'ailleurs, moi je ne prévoyais pas forcément d'être là pendant la totalité des débats, parce que c'est pas évident de se mobiliser pendant 3 mois d'audience. Mais en fait, une fois qu'on rentre, il y a comme ça presque un effet tunnel, presque un effet addictif lié aux différentes audiences. Et ça a été un procès en fait de très haute volée. C'est-à-dire que pendant les 3 mois d'audience, ça a été 3 mois extrêmement intenses, avec une juridiction en plus qui a parfaitement maîtrisé son dossier, qui est une police d'audience, qui était une police d'audience exemplaire. Et on a vraiment eu un procès de ce point de vue qui était tout à fait remarquable. Et en tout cas, moi, c'est le sentiment vraiment général que j'ai à l'appui, c'est cette satisfaction d'avoir participé à une œuvre judiciaire qui est une œuvre judiciaire aboutie. Et d'ailleurs, ça dénote aussi, on en reparlera par rapport à la critique du caractère politique, où ce caractère abouti
vient en contradiction totale avec la présentation qui est faite du procès, parce que Nicolas Sarkozy et les autres prévenus ont vraiment eu la possibilité de pouvoir discuter de l'ensemble des éléments qui étaient au dossier. Et en fait, il faut bien comprendre que pendant ces 3 mois d'audience, il n'y a quasiment jamais eu un moment de souffle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a débattu d'éléments matériels extrêmement précis, d'éléments extrêmement concrets sur lesquels on a recueilli les observations des uns et des autres. Maintenant, si je dois, pour les besoins de la question, sélectionner deux moments que j'ai retenus de façon particulière, en étant malheureusement assez peu original, mais le fait est que j'interviens en dernier, je reprendrai un des moments qu'est Fabrice, c'est cette question de l'audition de Frédéric Vidal. Évidemment qu'il y a l'aspect en lien avec le développement et les développements sur l'enquête, mais moi en fait surtout ce qui m'a surpris, c'est le silence d'ange qui a fait suite à son intervention. C'est-à-dire qu'il est venu, alors déjà il était cité par la défense de l'un des prévenus, ce qui était déjà d'un point de vue tactique assez surprenant, parce qu'ils étaient en train quand même de citer l'enquêteur en chef qui a fait plus de 10 ans d'investigation. Et on se dit, bon, mais s'ils le font citer, c'est qu'ils vont le détruire sur place. Je veux dire, c'est ce à quoi on s'attend, en tout cas, en tant qu'avocat. Et puis, alors, il déroule l'ensemble des éléments d'investigation, et puis on revient même sur tel ou tel élément qui avait déjà été vu en janvier. Donc, ça faisait en plus séquence de rattrapage, pour ceux qui n'y avaient pas assisté. Et puis, après, vient le tour des questions, et puis, question de la part des avocats de la défense, quelques questions de la part des conseils qui l'ont fait citer, et aucune question de la part des conseils, notamment de Nicolas Sarkozy, aucune question de la part des conseils de Claude Guéant, aucune question de la part des conseils de Brice Hortefeux. Et moi je trouve que c'est un moment assez emblématique, parce qu'on voit vraiment qu'après le réquisitoire, on vient crier à la justice politique, et lorsqu'on a eu l'enquêteur qui a fait 10 ans d'investigation, on ne lui a posé aucune question. Mais pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas démontrer, preuve à l'appui, que tel ou tel élément était un élément politique, que tel ou tel élément était partiel? Manifestement, on a fait le choix en tout cas de ne pas lui poser de questions. Donc moi, c'est vraiment un des moments. Et le deuxième moment, très, très rapidement, c'est l'audition d'Anne Lauvergeon, ancienne responsable d'Areva, et qui en fait est l'incarnation de cette société civile qui a dit non. Cette société civile qui a fait le choix de s'opposer au péril de sa carrière professionnelle, en s'exposant aussi à des menaces, et s'exposer notamment aux velléités de pouvoir vendre cette industrie, en tout cas cette énergie nucléaire à la Libye, et qui, en tout cas, par cette opposition, après a été victime je veux dire, de pression tout à fait considérable, et elle est venue témoigner. Et je trouve que d'avoir devant cette juridiction à la fois son témoignage, et en plus à quelques centimètres d'elle, Nicolas Sarkozy qui l'écoute religieusement, mais évidemment avec une forme d'agacement qui peine à contrôler par ailleurs. Mais ça a été un des autres moments très forts de ce procès pour moi. Je sais que le temps file, mais c'est d'un mot, parce que je ne résiste pas à une répartie du commandant Vidal. L'un des deux avocats qui s'est risqué à l'interroger, lui a dit « Commandant Vidal, c'est l'avocat d'un troisième couteau, un milliardaire saoudien dont les comptes ont été utilisés pour des flux occultes, tout ça, c'est pas l'intérêt. » Enfin, monsieur Vidal, quand même, vous vous rappelez que vous êtes venu perquisitionner à Paris mon client. C'était un immense milliardaire saoudien, sa fortune est évaluée à 4 milliards d'euros, et vous étiez venu avec 11 fonctionnaires. 11 fonctionnaires de l'OCLIF, c'est le nom de l'Office anticorruption. Vous trouvez ça normal, 11 fonctionnaires pour mon client, quelqu'un de respectable? Et le commandant Vidal s'est tourné vers lui et malicieux lui a dit « Écoutez, maître, nous étions 11, ça n'avait rien à voir avec la carrure de votre client, mais la surface de son appartement. » On imagine que c'était grand. Vous avez évoqué la drôle de cohabitation avec les prévenus, d'autant qu'en effet, vous avez posé beaucoup de questions pendant toutes ces années d'enquête, Fabrice et Karl, avec souvent peu de réponses, la plupart du temps peu de réponses. Du coup, moi j'ai un peu envie que vous continuez à raconter ce qui se passe en dehors de l'enceinte même du tribunal, puisque Fabrice, tu as eu l'occasion, un peu pour la première fois en réalité, d'échanger avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est un peu notre... avec Karl, on a une histoire de dépit avec Nicolas Sarkozy, parce qu'on a 17 ans de textos, c'est un crush à sens unique, quoi, de fax, de pneumatique même, de tout. On a tout essayé, de pigeons voyageurs qui ne sont jamais revenus. Bref, on a
parce que, non mais bon, on en rigole, mais dans notre métier, on a une injonction légale qui est tout à fait normale, hein, on n'est pas du tout au-dessus de la loi, et quand on écrit, on a à répondre devant le tribunal de ce qu'on fait, parce que quand on est journaliste, on a une responsabilité énorme, quoi. Avec ce qu'on écrit, on peut détruire des réputations, même de gens très puissants, et donc c'est normal que nous ayons à revendiquer la qualité, la bonne foi, le sérieux de notre travail dans le cadre de la loi à cet effet. On a gagné tous nos procès dans cette affaire, on a été beaucoup poursuivis par Nicolas Sarkozy, par Claude Guéant, par Brice Hortefeux, par Ziad Takieddine, par un journaliste proche de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Hervé Gattegno. On a gagné tous nos procès, nous. Voilà. Et non, c'est pas. Enfin, c'est pour nos avocats. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit toujours respecter le contradictoire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle nous dans notre cuisine journalistique le contradictoire, avant d'écrire sur quelqu'un, évidemment, on le contacte et on confronte nos découvertes à ses propres commentaires, ce qui est un exercice extrêmement utile parfois parce qu'il nous arrive de nous tromper avant d'écrire. Et le contradictoire nous permet justement d'éviter parfois d'écrire des âneries dans le journal. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 14 ans avec Nicolas Sarkozy, et il y a eu un jour d'audience où Nicolas Sarkozy, qui quelques jours plus tôt, comme l'avait rappelé Karl, nous a tous les deux traités de voyous. Il avait comparé le journal à un torchon. D'ailleurs, la présidente Gavarino lui avait demandé de surveiller son langage, de modérer son langage. Elle lui avait dit « Je comprends que vous ayez une vindicte contre Mediapart, mais voilà. » Et quelques jours plus tard, il m'a remis en cause personnellement à la barre du tribunal en racontant une histoire qu'il avait déjà racontée en procédure, dont je pensais qu'on avait montré de la vacuité totale de ce qu'il disait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il m'accuse d'avoir monté une sorte de complot journalistique avec Ziad Takieddine, ce qui est parfaitement inexact et démenti par les éléments matériels qu'on a produits, mais peu importe. Évidemment, tout le monde se défend comme il veut, et un prévenu a le droit de mentir pour les besoins de sa défense. Non mais c'est vrai, hein, en France, il n'y a pas de parjure, donc il a le droit de mentir pour se défendre. Et à la fin de l'audience, il faut imaginer cette salle immense où le public est présent massivement. C'est ça qui est très impressionnant, hein. Ce procès a été déserté par la télévision, déserté. Voilà. La presse a été très présente, hein. Le Monde était là tous les jours, le Canard enchaîné, Libération, l'AFP, Le Figaro, Mediapart, évidemment. La télé, zéro. Voilà, je ne vais pas vous en citer, il n'y en a pas eu. Voilà, il n'y a pas de télé qui est venue assister à ce procès, enfin de journalistes, simplement pour le premier jour ou pour les plaidoiries de Nicolas Sarkozy, un peu pour les réquisitions du PNF, mais guère plus. Mais peut-être on en parlera. Et à la fin de l'audience, faut imaginer là tout le monde qui s'habille comme ça, qui se prépare. Alors, Nicolas Sarkozy, il vient jamais seul, hein. Il vient avec une armée de conseillers, de communicants. Il a 4 avocats, etc. Il faut bien ça pour un dossier vide, hein. Et à la fin de l'audience, nos regards se croisent, et puis comme ça, il me toise un peu. Et moi, je lui montre que j'étais vraiment pas content de ce qu'il a dit à la barre. Et donc, il m'a dit « Venez ». Et donc, pour la première fois de ma vie, peut-être la dernière, j'ai serré la main de Nicolas Sarkozy, et je lui ai dit que c'était pas correct ce qu'il avait fait, que je tenais à disposition, notamment à sa disposition, des textos pour lui montrer que ce qu'il racontait était parfaitement inexact. Et alors là, il est très tactile, il me met la main dessus, il me dit, mais alors je veux pas faire celui qui imite Sarkozy, parce qu'on va faire c'est du mauvais Laurent Gérard. Et il me dit, mais monsieur Arfi, il n'y a rien de personnel contre vous. Voilà. Alors, je lui dis, vous m'avez quand même traité de voyou il y a quelques jours, je ne sais pas si je dois le prendre personnellement, mais bon, allez, admettons. Et son attaché de presse bondit en disant « Mais vous aussi, vous avez eu des mots très durs dans le journal contre le président », parce qu'ils s'appellent toujours entre eux comme ça, le président, tout ça, ils sont toujours dans une bulle spatio-temporelle. Et je lui dis « Mais enfin, bon, moi je suis journaliste, puis je ne l'ai pas traité de voyou. » C'est bizarre, parce que ça montre quand même quelque chose de comment on est vu comme des adversaires absolus, quoi. Et là, Nicolas Sarkozy me fait cette phrase exceptionnelle. Il me dit, mais vous savez, faut être beau joueur. Quand on perd, il faut savoir le reconnaître. On pourra lui ressortir celle-ci. Et alors là, je lui ai dit, je suis pas prévenu, moi, au procès, et je ne joue pas. Voilà.
Et il m'a dit moi non plus, et il est parti. Voilà, donc c'est des moments un peu... Voilà. Donc je ne sais pas s'il parlait de lui-même, dans une sorte de psychanalyse à travers Mediapart, mais là, on va arrêter là parce que ça va trop loin. Comment on tient le rythme d'un tel procès qui dure 3 mois, qui est intense, vous l'avez dit, avec un enjeu très fort. Alors pour nous, journalistes, de le raconter avec la même exactitude, la même précision au fil des chroniques, mais aussi pour vous, avocats et partie civile, de tenir dans les questions qu'on va poser. Enfin, il y a un enjeu encore plus fort pour vous qui êtes partie au procès. Oui, effectivement, on se prépare, hein, mais franchement, c'est vrai une fois qu'on a les pieds dedans, on se rend pas compte, quoi. On est pris, on est vraiment happé par le truc. Bon, moi, évidemment, j'étais concernée par le truc, mais je me rendais pas compte de à quel point ça allait mettre ma vie, en fait, entre parenthèses. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui a été partagé avec d'autres. C'est vraiment ça. On est dans un tunnel, en fait. Et juste une petite, enfin, c'est même pas une anecdote, mais mon mari m'a beaucoup accompagnée, mes fils aussi, d'ailleurs, ils sont à fond, bon, bref. Et j'étais là, ça m'a aidée, d'ailleurs. Et on s'est fait la réflexion, je sais pas, enfin, vous avez l'habitude, peut-être, mais que, par exemple, je n'arrivais pas à accepter une quelconque invitation, même aller boire un verre après, avec des gens qui ne faisaient pas partie de cette histoire. Ça m'était impossible. J'ai un peu essayé une fois ou deux, je pense que c'était des amis qui voulaient aussi peut-être me changer les idées, j'en sais rien. Et au bout de 10 minutes, les premières 10 minutes, c'était alors, c'est pas trop dur, Daniel, je disais, et hop, et on changeait de sujet. Et là, mon esprit, en fait, s'échappait. Ça ne m'intéressait pas. Je ne pouvais pas écouter ce qu'on me racontait d'autres. On était focalisés psychologiquement, physiquement, sur ce truc qui va au-delà de ce qu'on imagine, en fait, même si on est un peu préparé. C'est très fatigant. Vraiment, aussi. Et heureusement, il y avait un certain moment pour les victimes des C10, d'ailleurs des psys, hein, qui étaient là dans la salle. Mais les faits, c'est vraiment une déflagration. Enfin, je sais que moi, j'en suis pas sortie. Je pense que, grosso modo, qu'il me faudra à peu près 1 mois. J'anticipe toujours. Mais c'est vrai que c'est une course de fond, quoi. Et en même temps, c'est très riche, quoi. Ça porte. Hein ? Vincent, allez-y. Non, je partage l'effet tunnel. Je partage aussi l'idée que c'est une épreuve d'endurance. C'est vraiment une épreuve d'endurance. Après, on a l'expérience, nos cabinets, des procès longs, hein, notamment d'ailleurs en matière antiterroriste, où ça peut parfois durer plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est un peu cette même mécanique, en tout cas en termes d'organisation d'audience, qu'on a pu retrouver, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même un procès exceptionnel aussi par sa longueur, hein, parce que 3 mois, pour reprendre tout à l'heure l'expression de Fabrice, hein, pour un dossier vide, ça fait beaucoup de temps passé sur peu de choses. Mais en tout cas, procès d'endurance, mais en même temps, et qui réclame pour les avocats d'ailleurs aussi de s'organiser au sein de leur cabinet, parce qu'il y a la restant de l'activité aussi à pouvoir tenir. Mais après, en tout cas, procès long d'endurance, mais qui n'a jamais conduit à une forme, en tout cas me concernant, d'usure. Ni de lassitude. Ni de lassitude. Parce que en fait, le procès a été extrêmement riche parce qu'il a été parfaitement séquencé. Et en fait, cette organisation en amont de l'audience a permis vraiment d'avoir des temps qui étaient des thématiques où on avait parfois l'impression en fait que vous n'assistiez pas au même procès finalement un jour sur l'autre. Et c'était encore un procès différent, avec des intervenants qui eux-mêmes étaient différents, mais qui en même temps s'inscrivaient tous dans une même bulle, dans une même cellule, mais avec des thématiques qui permettaient vraiment d'avoir ce remplacement qui en tout cas permettait de créer un renouveau, donc un effet d'endurance, mais compensé par le renouveau permanent des différents débats. Et ça, je pense qu'on le doit quand même à cette organisation aussi du procès en plusieurs thématiques. Alors, donc Mediapart a publié 160 articles et coproduit un film. Personne n'y comprend rien. Que vous pouvez encore voir dans quelques salles au cinéma et que vous pourrez voir en VOD à partir du 8 mai sur Mediapart. C'est une autre expérience dans son salon avec des potes, tout ça. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bien sûr. Je ne pouvais pas ne pas le dire. En attendant, si vous n'avez pas déjà vu ce film, voici un extrait qu'on va vous projeter à propos de l'argent liquide qui a circulé pendant la campagne.
Face à la gravité des faits qui vont être établis par l'enquête, Nicolas Sarkozy va se défendre pied à pied, en appeler à l'opinion publique et à l'offense faite à son statut d'ancien chef de l'État. Une question simplement peut-être. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Lili pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Les juges, dans la foulée de ces révélations, de ces indications, vont chercher effectivement des espèces un peu partout. Dans toutes ces grandes affaires de corruption, de trafic d'influence, de financement politique occulte, il y a une question qui se pose qui est celle des espèces, de l'argent liquide. Pourquoi? Parce que c'est toujours utilisé pour une raison assez simple à comprendre, c'est que ça ne laisse pas de traces. Les juges vont s'interroger sur la circulation d'espèces au sein de l'UMP, les Républicains. Pourquoi autant d'espèces? Et des témoignages vont s'accumuler sur la présence d'espèces dans une armoire au siège des Républicains. Et ce qui apparaît, en tout cas à la fin de la campagne de manière très très claire, c'est que toutes les distributions de primes de fin de campagne, de fin de contrat ont été aussi effectuées en espèces. Ça a représenté, d'après une expertise judiciaire, la bagatelle de 250 000 €. Ce qui veut dire que à la toute fin de l'élection présidentielle, il restait en grosse coupure dans les coffres des équipes de campagne 250 000 € en cash. C'est-à-dire qu'il faut prendre cette somme comme la butte témoin de ce qu'a pu être la circulation massive d'espèces pendant la campagne présidentielle, comme le révélateur de ce qui a pu circuler avant, c'est ce qui est resté. Mais d'où venait cet argent ? Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Il y a une puissance comique chez Nicolas Sarkozy, indéniablement. Mais il y a une question quand même après cet extrait. Pendant 14 ans, la communication du clan Sarkozy n'a eu de cesse de se répandre sur les plateaux en dépit des faits révélés par les enquêtes journalistiques, en dépit des faits mis au jour par l'enquête judiciaire. Est-ce que ce qui a pu être établi au cours du procès, est-ce que ce procès va changer quelque chose dans ce narratif et dans ce qui a pu infuser dans l'opinion ? Disons que si on a fait ce film, c'est précisément parce que tu l'as dit, on a fait 160 articles dans le journal, mais on a fait un podcast, on a fait une BD, peut-être qu'un jour il y aura des mugs et des chaussettes. Mais on s'est dit, c'est une idée de Michael Ashdenberg, qui co-dirige le service enquête avec moi, qui est là-bas, qui a eu l'idée de faire ce documentaire au cinéma. C'est parce que l'affaire libyenne a paradoxalement vécu pendant 14 ans, médiatiquement, essentiellement par la force des démentis de Nicolas Sarkozy, qui ne manque pas de talent. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. Mais à l'époque, quand en mars 2018, il fait 27 minutes aux 20h de TF1 après sa première mise en examen dans le dossier, ça fait rire personne. Parce qu'on n'a pas toute la connaissance fine, toute la documentation de l'enquête. Et c'est ça l'un des charmes de la délinquance en col blanc, réelle, condamnée ou présumée, c'est de pouvoir aller à la télé pour faire le procès de la justice. Et même pendant un procès où il est prévenu, il s'est payé le luxe d'être interviewé par Le Parisien, absolument, je dis pas de bêtises, au moment où les parties civiles. Ouais, pour que les gens comprennent, c'est quand même fou. Et donc il n'a pas assisté. Voilà, il y a un moment complet, il y a un moment assez solennel quand même dans un procès. Ouais. C'est que les plaidoiries des avocats, c'est le final, les plaidoiries des avocats des parties civiles qui représentent donc les victimes ou de la défense, c'est un moment très important. Bon,
Quand les parties civiles, les avocats des familles de victimes du DC10 ou des ONG comme Sherpa, Transparency, Anticorps ont plaidé, et ben, il y avait un absent, Nicolas Sarkozy. Et tout le monde se disait, mais c'est quand même d'une inélégance incroyable. Et on se disait, mais pourquoi il n'est pas là? Et en fait, on va le découvrir 2 jours plus tard, parce que en fait, il donnait une interview aux Parisiens et dans cette affaire, et la journaliste écrit « Je le rencontre lundi matin pendant que les parties civiles sont en train de plaider ». De la même manière que Nicolas Sarkozy n'a pas assisté aux plaidoiries de ses propres amis et ministres. C'est-à-dire qu'ils ont plaidé sans le chef, dont pourtant ils se sont mis en 4 pour continuer de les défendre au procès, y compris en défendant des versions qui n'étaient pas invraisemblables, qui parfois flirtaient avec l'irrationnel. Alors, avant de passer le micro pour des questions de la salle, si vous en avez, et je suis sûre que vous en avez, encore une ou 2 rapides questions pour vous. À l'heure où on parle de juges rouges et de justice politique, on voit que dans ce dossier, c'est plutôt le manque de volonté politique qui a pu dominer au fil des ans. Les juges se sont heurtés à pas mal d'obstacles, ils l'ont dit dans leur ordonnance, qu'ils avaient eu des obstacles, notamment dans la levée du secret défense. Est-ce que vous avez une frustration sur des pans de la vérité des faits qui restent encore couverts par un voile de secret Il y a toujours des frustrations qui subsistent parce qu'il est bien évident que le dossier aujourd'hui repose sur un ensemble d'éléments qui pourraient largement être complétés s'il y avait eu notamment une meilleure collaboration de la part des banques. Et d'ailleurs, je pense que sur la question bancaire, ça pose aussi la question de la responsabilité. C'est qu'il y a parfois des dossiers qui permettent d'avoir ces réflexions sur des responsabilités qui sont des responsabilités de système. Et on voit que dans ce dossier, par exemple, les banques ont été un peu occultées alors même qu'elles auraient parfaitement pu être mises en examen, alors qu'elles auraient parfaitement pu être mises en cause. Donc ça, c'est une frustration qu'on peut avoir. Maintenant, cette frustration doit être relativisée par quand même le fait qu'on est quand même allé très loin dans ce dossier. C'est-à-dire que c'est quand même 10 années d'information judiciaire avec des éléments matériels extrêmement précis, extrêmement concrets. Et je pense que de toute façon, malheureusement, il y aura toujours une opacité en la matière. Toujours une opacité par la création de sociétés offshore, toujours une opacité par le biais des paradis fiscaux, par les procédés qui sont entrepris. Et de ce point de vue, en fait, notamment sur ce qui était dit tout à l'heure, sur cette question du financement par des espèces, je pense qu'en fait, ça, alors déjà, c'est en plus difficilement traçable par ailleurs. Et en plus, on n'est jamais qu'à... Je pense qu'en fait, par rapport aux modalités de financement illégales de campagne électorale, ça, c'est une modalité qui, pour moi, est déjà archaïque. Je veux dire, demain, ce seront des modalités qui seront beaucoup plus complexes et qui seront encore plus intraçables qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est la pointe de frustration. Et si je peux me permettre, simplement par rapport à la question sur l'absence de Nicolas Sarkozy au moment des plaidoiries des parties civiles, moi, j'ai trouvé ça profondément méprisant. Profondément méprisant, surtout que c'était en contradiction avec ce qui pouvait par ailleurs manifester au moment avant les audiences ou même au moment des pauses où, effectivement, il est très politique dans sa façon de se comporter, très souriant. Moi, je me souviens à un moment donné, même de saluer le parquet, c'est tout juste s'il ne voulait pas aller serrer la main des procureurs de la République. Ils ont dit non, il vaut mieux que vous restiez à distance quand même. Mais il est comme ça. Et donc je trouve qu'il y a une contradiction entre ce qu'il cherche à montrer et en même temps son absence au moment des plaidoiries des parties civiles est méprisant, pas tant d'un point de vue égotique, pas tant d'un point de vue personnel, mais du point de vue de ce qu'on représente. Dire pour les victimes de l'attentat du DC10, pour leurs avocats et pour les associations parties civiles qui en fait doivent aussi leurs prérogatives de la loi. Je veux dire, à la fois Anticorps, Transparency International et Sherpa, qui d'ailleurs étaient liés pour la première fois aussi de l'histoire des procès d'atteinte à la probité dans un même dossier, ont un agrément qui est donné par le pouvoir exécutif. Donc je veux dire, c'est une reconnaissance du rôle de la société civile qui découle non seulement de l'agrément et qui découle aussi de nos obligations internationales. Et donc je pense qu'il y a d'une certaine façon dans cette absence un mépris en fait du rôle que peut occuper la société civile et qui est bizarrement en écho au propre mépris qui peut être opposé aussi à la presse indépendante lorsqu'elle fait son travail. Et justement, à propos de retentissement médiatique ou de traitement médiatique, tu l'as dit, Fabrice, pas une télé, en tout cas pendant toute la durée du procès, il y en a eu au début, peut-être à la fin, je ne sais pas, tu nous le diras, mais pas de télé pendant, sauf à un moment où il y aurait pu y avoir un élément un peu imprévu du procès à décharge de Nicolas Sarkozy, un enregistrement, et puis en fait, non, donc pas de sujet. Ouais, il y a eu un moment, très rapidement dans le procès.
il y a eu un moment, on s'en souvient, très aventureux, si j'ose dire, de la part de la défense de Nicolas Sarkozy, qui nous a dit « Attendez-vous à savoir ». Un informateur anonyme a envoyé via une messagerie cryptée Proton à l'avocat de Nicolas Sarkozy un document qui allait démontrer son innocence. Et donc c'est monté comme ça. Il y a eu un sujet le matin sur France Inter, un autre sur RTL. Le document, c'est quoi? C'est un enregistrement clandestin d'une discussion entre Kadhafi et Sarkozy, dont on ne sait pas s'il est authentique, puisque précisément la défense de Nicolas Sarkozy voulait le soumettre au débat pour qu'il y ait une expertise judiciaire. Donc ça prenait le risque de faire suspendre le procès, de le retarder, vérifier si c'est authentique. Et que disait cet enregistrement? Eh bien rien. Que Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi avaient parlé un jour de la place de l'Afrique au sein de l'ONU. Donc la belle affaire vis-à-vis du dossier. Et donc ça a été battu en brèche, le parquet a très bien requis, tout ça a été mis de côté dans l'enquête, dans le procès, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché la défense de Nicolas Sarkozy de dire « Ah bah, formidable !» Bon, tout est bon, hein, tout ce qui rentre fait ventre, hein, c'est bon, bah, on a perdu, bah, formidable, c'est la preuve que c'est authentique. Bon, c'est quand même génial. Et c'est la preuve que tout était enregistré, qu'ils n'ont jamais parlé de financement occulte. Bon, après chacun. Bon. Et pourquoi par rapport aux médias? Parce que le matin où il devait y avoir ce coup de la défense, il y a eu plus de journalistes que d'habitude sur les bancs. Moi, il y a un journaliste très sympathique qui est venu s'asseoir à côté de moi, d'une grande chaîne de télévision du service public. Et je lui dis, ah bah, tu travailles pour qui? Il me dit, bon, bah, je travaille pour cette chaîne. Je dis, ah bah, c'est super, ça y est, vous suivez enfin le procès, c'est chouette et tout. Il me dit, bah, tu sais, moi, mes chefs, ils ont entendu Inter et RTL ce matin, il paraît que la défense va faire un coup. Je dis, ah bah, d'accord, donc tu viens parce qu'il paraît que la défense va faire un coup. Bon, d'accord. Le truc se passe, ça fait un flop absolument monumental. Enfin, vous pouvez en témoigner, Vincent, voilà. Et à la fin de la journée, je lui dis, ah bah super, du coup, tu vas pouvoir raconter aux 20h d'une chaîne de service public. Tu vas pouvoir raconter aux 20h, puisque c'était un journaliste du 20h, tu vas pouvoir raconter ça, quoi. Il dit, bah non, comme ça n'a pas marché, mes chefs veulent pas. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même phénoménal, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont investi un journaliste qui a passé une journée, puis ça se racontait, cette histoire. Voilà. De la même manière que quand il y a eu les réquisitions du parquet, bien sûr, il y a eu des petits sujets ici ou là avec la demande impressionnante de 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy, et il est présumé innocent, et on n'est pas en train de refaire le procès là pour dire qu'il doit être condamné. Hein, ça, c'est le tribunal qui décidera. Bah, la majorité des personnes que vous avez vues à la télé parler des réquisitions sont des éditorialistes politiques qui n'ont pas foutu un orteil au tribunal, qui n'ont pas ouvert une page du dossier, mais qui se sentent investis de je ne sais quelle gloire professionnelle pour venir expliquer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs ce qu'il faut penser du dossier. J'en ai même entendu qui ont dit le dossier est vide. C'est quand même formidable.